un gérant qui nous dit qu'il investit sur des valeurs de dividendes, donc des valeurs qui distribuent du rendement. On va pouvoir aller voir dans le portefeuille toutes ces valeurs et on va pouvoir voir en agrégé si effectivement le portefeuille a un rendement supérieur au marché. Donc si le portefeuille est cohérent avec ce que nous a raconté le gérant. Ensuite, on s'intéresse aussi au profil de market cap dans le portefeuille, donc au profil de taille de capitalisation, parce qu'on peut avoir un gérant qui investit dans les grandes valeurs, mais qui va aussi aller sur des valeurs plus moyennes. Donc, par exemple, un gérant d'action française qui cherche à battre le CAC 40, mais qui va aussi aller chercher des plus petites valeurs. C'est important de savoir et de l'analyser, parce que ça va avoir une importance sur le comportement, un impact sur le comportement du fonds dans différentes phases de marché. Et puis aussi, au niveau des capitalisations, c'est important de bien l'analyser parce qu'il y a un problème de liquidité. On en a parlé tout à l'heure sur la table ronde des small caps. La liquidité, c'est crucial. Donc là, on cherche à voir combien la stratégie peut gérer d'actifs sans entraver la performance. Donc ça, c'est particulièrement important pour les stratégies petites et moyennes cap. Et dans ces stratégies, on aime particulièrement la société Moneta, qui gère notamment le fonds Moneta en micro-entreprise. Comme son nom l'indique, un fonds qui investit sur les petites valeurs. Chez Moneta, ils ont décidé de fermer la stratégie après avoir atteint un certain seuil, donc en l'occurrence 120 millions d'euros, parce qu'ils pensent qu'au-delà de cette taille-là, ils ne peuvent pas gérer de façon cohérente l'approche du fonds. Et ça, pour nous, c'est une marque appréciable d'engagement vers l'intérêt des investisseurs. Et puis ça garantit que la stratégie pourra être réplicable dans le temps. D'accord. Autre pilier, on continue sur ce thème-là. Donc la société de gestion, comment vous regardez évidemment le gérant, tout ce qu'on vient de voir, mais vous me dites que vous analysez aussi un peu ce qu'apporte la société de gestion justement à son gérant. Ouais. Alors c'est quoi justement? Parce qu'un gérant, il peut être excellent, mais s'il est dans une mauvaise société de gestion, dans une société de gestion qui ne met pas suffisamment de moyens à sa disposition, qu'est-ce que vous regardez? Non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gérant excellent, mais s'il n'est pas dans une société de gestion qui montre, je dirais, une culture d'investissement suffisamment solide, l'investisseur final, lui, n'est pas gagnant parce que, je rappelle, les investisseurs, la plupart d'entre eux, achètent des fonds. Hein, ils n'achètent pas des gérants. Et nous, c'est pareil, nous notons des fonds et on ne note pas des gérants. Et il y a un certain nombre de facteurs qui sont décidés, pas par le gérant lui-même, mais par la société de gestion dans son ensemble. Donc nous, ce qui importe, c'est de déterminer dans quelle mesure la culture d'investissement est favorable à l'investisseur final. Donc si en fait ça consiste à prendre en compte ses intérêts plutôt sur le long terme, ou alors si la gestion d'actifs pour cette société de gestion n'est qu'une activité parmi d'autres pour générer des profits à court terme par exemple. C'est pas évident de regarder comme cette société de gestion et de savoir si elle est globalement favorablement orientée vers les investisseurs. Mais on a là, pareil, ce n'est pas non plus subjectif parce qu'on a des faits avérés qui nous permettent de nous guider là-dedans. Par exemple, quelque chose qu'on fait systématiquement lorsqu'on couvre un nouveau fonds, c'est de regarder l'ensemble des fonds de la société de gestion et essayer d'y trouver une certaine cohérence. Si on se rend compte qu'en fait la société de gestion a tendance à créer un nouveau produit tous les 3 mois, tous les 6 mois pour surfer sur une thématique à la mode, là on a tendance à considérer ça comme un danger. Ça nous rappelle tristement par exemple les fonds internet, hein, c'est très à la mode. 10 ans après, il n'y en a plus un seul et les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. En revanche, à contrario, si la société a tendance à avoir une gamme, je dirais, resserrée, concentrée autour de ses expertises, là c'est plutôt bon signe. Un autre point que l'on aborde lors de nos rencontres, donc on rencontre non seulement les gérants mais également les CIO, les CEO des sociétés de gestion, c'est le point de la rémunération des équipes, notamment la rémunération variable, et de voir dans quelle mesure les bonus sont basés sur la performance de long terme, hein, parce que si vous basez votre bonus trop sur la performance de court terme, là vous courez le risque que le gérant fasse une super bonne année via une prise de risque excessive et qu'ensuite pendant 3 ans le portefeuille mette 3 ans à s'en remettre, donc au total l'investisseur qui lui reste 5 ans ne gagne rien. En plus ces bonus, s'ils sont assis sur une performance, quand je parle de long terme, j'entends vraiment 3-5 ans, hein, c'est pas un problème, parce que ça permet également de garantir la stabilité des équipes que Mara
Sarah mentionnait. Et la stabilité, c'est un facteur clé lorsque vous sélectionnez un fonds, puisque c'est le fonds que vous achetez. Et donc si le gérant part, vous êtes obligé de revendre le fonds, d'en acheter un autre, et tout ça génère des coûts de transaction et n'est pas du tout optimal pour votre portefeuille. Le troisième point qu'on regarde lorsqu'on évalue comme ça la qualité, on parle en anglais de stewardship de la société de gestion, c'est sa communication. Comment est-ce qu'elle traite ses clients, non seulement ses clients, mais les investisseurs potentiels via sa communication. Est-ce que son reporting est clair? Est-ce qu'il est clair et éclairé? Est-ce qu'en lisant le reporting du fonds, je comprends ce que le gérant fait avec le portefeuille, avec mon patrimoine finalement? Est-ce que je comprends bien ce qui se passe? Ou alors est-ce que j'ai un vague commentaire de marché, mais qui ne me dit rien sur ce que le gérant a fait au cours du mois ou du trimestre passé? Communication également en termes de portefeuille. Est-ce que la société de gestion met à ma disposition le portefeuille du fonds? Parce que sinon, j'achète un fonds à l'aveugle si je n'ai pas accès au portefeuille. Donc vous voyez, il y a un grand nombre de facteurs qui sont décidés au niveau de la société de gestion et qui ont un impact direct sur le fonds dans lequel je suis investi ou potentiellement je pourrais investir. On parlait ce matin de concentration, de fusion. Les fusions entre fonds sont décidées par la société de gestion. Un autre point, donc notre dernier pilier, vous savez, les frais. Les frais, bien souvent, sont décidés pas par le gérant, mais par la société de gestion. Et là, ça a encore un impact direct sur le fonds. Ok, bah les frais justement, alors, en général, effectivement, les performances sont enfin, il me semble, nettes de frais, donc oui. On se dit à la limite, les frais, peu importe, si la performance est bonne. J'ai le sentiment que pour vous, c'est quand même quelque chose d'important, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement? Oui, alors c'est vrai que la performance passée est montrée nette de frais. Si je veux avoir une idée de la performance future, je suis obligé de les prendre en compte. Pourquoi est-ce que pour nous, les frais sont importants et constituent un de nos piliers de recherche? Parce que je crois que tout le monde dans la salle est d'accord pour dire que la gestion d'actifs est un métier très difficile. Dans la plupart des catégories qu'on a, que ce soit Action Europe, Large Cap, Action Small Cap, on se rend compte qu'en moyenne, la gestion active sous-performe l'indice. Et une des raisons pour laquelle on assiste à cette sous-performance de la gestion active, c'est les frais. Puisque les frais en fait, viennent grignoter ma surperformance. On parle justement de la performance passée en disant qu'elle ne présage pas de la performance future. Et c'est vrai, je ne connais pas la performance de tel ou tel fonds pour l'année prochaine, mais je connais déjà ses frais. Donc plus ils sont élevés, plus je sais que le gérant va devoir surmonter ce qu'on peut vraiment qualifier de handicap. En termes de frais, je vois Jean-François qui me fait les gros yeux. Juste, globalement, on a en France 3 niveaux de frais. Les frais de gestion, qui sont bien connus, qui figurent dans les reportings, auxquels vous avez facilement accès. Là, la question évidente à se poser, c'est comment est-ce que ces frais de gestion se comparent par rapport à des offres concurrentes. Le deuxième niveau de frais, qui là est une spécificité française évoquée ce matin, c'est les commissions de mouvement. Là-dessus, nous avons un avis extrêmement tranché. Elles sont injustifiables, ces commissions de mouvement. Donc à chaque fois que j'achète, je vends, je fais payer des commissions à l'investisseur. C'est juste pas normal. Et en plus, c'est une source potentielle de conflit d'intérêts, puisque souvent ces commissions de mouvement sont perçues directement par la société de gestion, ou alors par son dépositaire, qui se trouve être sa maison mère. Donc vous voyez, on est en plein risque potentiel de conflit d'intérêts. Le dernier niveau de frais auquel on assiste et on voit son développement depuis la crise, je dirais, de plus en plus sur la gestion long only, c'est la commission de surperformance. Alors en théorie, ces commissions de surperformance pourraient être une bonne idée, ça pourrait permettre d'aligner les intérêts du gérant avec ceux des investisseurs, mais à condition que certaines règles de sens commun soient respectées. La première, c'est qu'elles doivent s'accompagner de frais de gestion par ailleurs raisonnables, sinon vous vous retrouvez à payer 2 niveaux de commission. À la fin, l'addition est très salée. Il faut que ces commissions de surperformance soient calculées contre un indice qui est représentatif. S'il vous plaît, pas de commission de surperformance lorsque je gère un fonds action. Ne me mettez pas Léonia plus je ne sais quoi, comme commission de surperformance. Ça n'a pas de sens. Vous feriez que récompenser le gérant pour le bêta et pas du tout pour l'alpha. Et enfin, ces commissions de surperformance, pour être justes, devraient s'accompagner d'un high water mark, donc le principe de la marque de l'eau, pour qu'on ne les prélève qu'une fois qu'une sous-performance passée éventuelle a été comblée.
Sinon, là, une fois de plus, le gérant surperforme, on le récompense, il sous-performe, il n'est pas pénalisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on disait depuis ce matin, comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même intéressant de voir qu'aux États-Unis, en Norvège, les commissions de surperformance telles qu'elles sont chez nous, c'est-à-dire asymétriques, ne sont pas autorisées. On n'autorise que les commissions de surperformance symétriques. Donc si le gérant sous-performe, il est pénalisé. S'il surperforme, il est récompensé. Eh bien, on constate qu'il y en a très peu dans les faits, dans ces pays-là. Donc globalement, je crois qu'il faut que l'investisseur puisse s'y retrouver. Et il a accès aujourd'hui à de nombreuses alternatives. Et donc à un niveau d'expertise comparable, nous pensons que la prise en compte des frais peut l'aider à prendre une meilleure décision d'investissement. Ok. Vous disiez tout à l'heure que les fonds les moins chargés étaient les plus performants en général. C'est ce que vous avez constaté? Nous avons réalisé, on raisonne par quartile, et donc les différentes études Morningstar, c'est vrai que c'est sur les fonds américains où on a le plus de track, le plus de longueur. Vous avez plus de chances de surperformer en achetant un fonds qui se trouve dans le quartile le moins cher. À l'inverse, les fonds, donc tout ça sont des résultats en moyenne, il y a bien sûr des exceptions, mais de toute façon c'est logique. Et par contre, les fonds qui se trouvent dans le quartile le plus cher en termes de frais se retrouve dans le dernier quartile en termes de performance. Merci pour toutes ces explications. Je vais maintenant donner la parole, vous donner la parole. Je suppose que vous avez des questions pour les analystes. On a un micro ici. N'hésitez pas à lever la main et à vous présenter. Merci. Oui, la présentation et les réponses aux questions étaient très exhaustives. Merci. Juste en termes d'organisation d'équipe, parce que vous êtes 3 par rapport à un univers très large en France. Et est-ce que vous avez une répartition par classe d'actifs ou pas spécifiquement? Comment est-ce que vous répartissez la charge? Non, les analystes, donc nous sommes 3 pour le marché français, mais 28 en Europe. Les analystes sont généralistes. Chacun doit être capable de couvrir, on fait que du long only, mais donc sur l'action, obligation et allocation. Les analystes sont généralistes avec quand même des petites spécialités, je dirais, en fonction des affinités des uns et des autres, mais chaque analyste doit être capable de couvrir n'importe quelle stratégie, et je pense que c'est important, même lorsqu'on se spécialise sur le marché, l'analyse des fonds actions, c'est important de conserver un regard, de continuer à savoir ce qui se passe sur le marché obligataire, par exemple. D'autres questions peut-être? Non, bah écoutez, oui. Attendez, on va vous donner un micro. Les fusions de fonds, quelle est votre position? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, et ce qui prévaut, comme tout ce qu'on fait chez Morningstar, c'est une de nos devises, vous savez, c'est Investor First. Donc dans ces fusions, ce qui est important pour nous, c'est de voir le traitement qui est réservé aux investisseurs. Toute fusion n'est pas nécessairement mauvaise, de toute façon on n'a pas le choix souvent, mais ce qui est important, c'est que l'investisseur soit prévenu avec suffisamment d'avance, qu'il lui soit offert différentes options en termes de pouvoir soit migrer sur d'autres stratégies, soit de rester dans le fonds fusionné, ou alors de sortir. Mais donc ce qui est important toujours, c'est la communication qui est faite vis-à-vis de l'investisseur. Oui, mais alors, permettez-moi de faire une remarque. Est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, vérifier si la fusion n'est pas faite au détriment de l'investisseur? Ah bah bien sûr qu'on le vérifie, et lorsque une fusion est en préparation, on demande, si le fonds est noté bien sûr, mais de recevoir exactement, et pas plus surtout, exactement ce qui est envoyé à l'investisseur.